Aujourd'hui, je vais vous parler de Charles V, le réformateur. Dès qu'il est roi, 1364, il va réformer le pays. Et c'est tant mieux pour les Français. Les qualités premières d'un chef, avant Charles V, étaient la force corporelle et l'aptitude à la guerre. Un chef était guerrier et un batailleur à cheval, aume sur la tête, l'épée au poing. Mais avec Charles V, nous sommes dans le personnage idyllique inverse. Faible, maladif, il administre et gouverne. Il dirige la guerre, il négocie, il intrigue. Il substitue la corruption, la ruse et surtout la patience à la fougue, à la force et à la violence. Charles est un roi civil. On le surnommera le sage. Il est savant, lettré, doté d'une grande sagesse. Il se situe entre un père abusif, tordu et dénué de toute modération et un fils fou allié. Il décide de réformer la France et surtout de ne pas tomber dans les errements du passé. Alors, parlons d'abord des mercenaires. Il faut éliminer les mercenaires qui pillent la France. La relative paix entre les puissances a jeté une quantité innombrable de soldats sur les routes de France. Ils se sont regroupés en compagnies, telles la Compagnie Blanche, les Tarvenus, les Routiers, les Malandrins. La France n'a ni les moyens humains et ni l'argent pour lever une armée pour les combattre. Et il ne peut pas non plus les embaucher au service du roi. Charles V se souvient très bien de cette triste journée du 6 avril 1362 à Brignais, où l'armée royale envoyée par son père a été écrasée par les Tarvenus, donc il faut trouver une autre solution. Une première proposition serait de les mettre au service du roi de Hongrie, pour combattre les Turcs un peu trop envahissants. Mais les mercenaires refusent car ils connaissent bien les Balkans et leurs pièges. Il faut donc leur proposer une autre croisade, car leurs rangs grossissent de jour en jour. Ce ne sont plus de simples voleurs ou d'aventuriers, mais maintenant on trouve, parmi les mercenaires, des cadets de famille sans patrimoine, des chevaliers, des seigneurs aussi de bonne lignée qui se joignent à cette armée hétéroclite. Une ultime solution est trouvée, une chance. Elle vient de la Castille. Henri Trastamare, frère consanguin de Pierre le Cruel, veut prendre le trône de son demi-frère, impitoyable et barbare. Il s'accorde avec le pape, avec le roi d'Aragon et le roi de France pour employer tous les mercenaires pour faire le travail. 12 000 gredins acceptent cette proposition. Cette expédition sera commandée par Bertrand du Guesclin, mais certains ne partiront pas en croisade. Et là, Charles V, avec son armée, les exterminera. Le calme revient petit à petit dans les campagnes et dans les villes. Le roi est acclamé pour ses bienfaits. Deuxièmement, la réforme des institutions. Sa douloureuse expérience de la révolte des marchands parisiens d'Étel-Marseille et la jacquerie dans le Vexin ressurgit dans son esprit. Il n'est pas question de revivre ces moments. Donc, substitution des États généraux par des assemblées de notables désignés par ses propres officiers, aux formes d'élections municipales, il préfère le système de prévôté royale. Troisièmement, la réforme des lois fondamentales de la monarchie. Par l'édit de Vincennes de 1374, il fixe l'âge de la majorité d'être roi à 14 ans. En cas de minorité d'âge du roi, la régence revient aux plus proches parents, aînés et majors. Les droits du régent s'étendent à tous les actes d'administration, à l'exercice plein et entier de l'autorité royale. La garde de l'enfant, roi, est dévolue à sa mère. La tutelle est exercée par un conseil des parents, de presque tous les officiers des palais, des membres du Parlement et de la Cour des comptes. Quatrièmement, la stabilisation de la monnaie.
Depuis Philippe VI de Valois, y compris dans les débuts de la régence de Charles, la monnaie a souvent été altérée quand les rois voulaient se procurer de l'argent. Les Français se sont appauvris. En plus, circulent des monnaies étrangères peu fiables, donc peu stables. Charles juge qu'il est grand temps d'y remédier. Il décide de rapprocher le prix des métaux de la valeur qu'ils avaient sous Philippe VI de Valois et la monnaie actuelle. Pendant tout son règne, il n'y aura aucune altération de la monnaie. Elle est stabilisée. Par cette action, les monnaies étrangères n'ont plus de valeur. La création de la monnaie intérieure est purement et simplement interdite. Une économie réfléchie est mise en place. Tout don par le roi doit être motivé et examiné par la Cour des comptes. Il fait appel aux juifs qui possèdent de grands capitaux. En retour de leur avance d'argent au royaume, il leur accorde une protection efficace, même contre les ecclésiastiques. Cinquièmement, la relance de l'économie. Il veut soulager les régions éprouvées par tant de guerres. Il réduit le poids des impôts. Pour combler ce vide d'argent, il décide d'améliorer les domaines de la couronne, dont les revenus sont sa plus grande richesse. Il nomme des commissaires chargés de visiter tous les domaines de la couronne et de réformer les abus et de faire entrer dans le patrimoine royal tous les domaines détachés pour différentes raisons. Bientôt, l'abondance renaît du travail des agriculteurs. Le commerce a aussi ses changements. Pour Charles, il a besoin pour prospérer de liberté. Il relance tous les corps d'État des métiers par le renouvellement et l'augmentation de leurs privilèges. Sixièmement, le commerce extérieur. Du fait de cette stabilité économique, les étrangers sont attirés par la France. Les Castillans, les Portugais et surtout les Italiens utilisent nos ports pour commercer. Ils suppriment le droit d'aubaine. C'est un droit d'origine féodale que le seigneur disposait des biens d'un étranger ou au bain lorsque ce dernier mourrait dans le périmètre de sa souveraineté. Les institutions militaires. Création d'une école militaire pour la tactique de guerre. Sous son règne, fini l'esprit chevaleresque du passé. L'ost est rangé aux archives. Pas d'innovation importante pourtant. Les grandes réformes militaires seront engagées sous le règne de Charles VII, son petit-fils. Sitôt les compagnies exterminées, il réorganise l'armée. Après avoir consulté les princes, les hauts dignitaires militaires, il rend l'ordonnance suivante qui accorde aux défenseurs de l'État des avantages et des honneurs légitimes qui leur sont dus. Le connétable, les maréchaux et les grands maîtres des arbalétriers ont l'ordre de choisir un lieutenant chargé de la revue des troupes. Il est interdit aux hommes de quitter la compagnie sans autorisation d'un supérieur, sous peine de perdre sa solde. Il est interdit de prendre aux paysans sans payer en retour. Tout soldat qui retourne chez lui ne doit pas causer des désordres sur sa route. 100 soldats par compagnie, leur chef reçoit 100 livres par mois. Les commandants de compagnie sont responsables de leur personnel placé sous ses ordres. Les soldats sont payés mensuellement selon leur rang dans la compagnie. Maintenant, l'armée est encadrée, plus docile, plus maniable et surtout entre les mains du roi. Grâce à cette nouvelle organisation, le duc de Lancastre n'a jamais pu batailler et a fait une expédition à travers la France calamiteuse en 1373, car les chefs militaires respectent l'ordre du roi à la lettre. Ne pas engager de combat, appliquer la politique de la terre brûlée, renforcer les garnisons afin de protéger la population et harceler les arrières de l'ennemi. Huitièmement, la réforme de l'université. Il réforme l'université avec l'aide des cardinaux Gilles de Montaigu et Jean de Blandiac et des envoyés du pape. On fixe un emploi du temps dans les matières comme la théologie, le droit, la médecine et dans les arts. Le roi accorde de grands privilèges aux recteurs et aux écoliers. Hugues Aubriot
prévôt de Paris jure dans la salle des Mères d'Ardin, sur les saints évangiles, qu'il conservera tous les privilèges de l'université tant qu'il l'aura à sa charge. Charles V est un bâtisseur. Pendant ce règne, il fait construire les châteaux de Saint-Germain, Beauté-sur-Marne, Creil, Montargis et réaménage l'hôtel Saint-Paul. Tous sont décorés par des artistes les plus habiles de l'époque sous la direction de Jean de Saint-Roman et François d'Orléans. Sous son règne, il rassemble plus de 900 manuscrits dans l'une des tours du Louvre comme première pierre de la bibliothèque royale. Il fonde le monastère des Célestins. Il ordonne aussi la construction de la Bastille, 1370-1383, et l'enceinte de Charles V de Paris, 1356-1383, qui élargit la capitale. Dixièmement, les armes du roi de France. Charles V réduit le nombre de lices à 3 en 1376, en l'honneur de la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais malgré toutes ces réformes pour soulager la misère du peuple, il a beaucoup de mal à baisser les impôts. L'épuisement des finances ne lui a pas permis de les diminuer d'autant qu'il aurait voulu. Mais le pays retrouve la prospérité, la richesse, après 2 décennies de vaches maigres, voire très maigres.